Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Sébastien. Alors dans cette vidéo, on va être un petit peu sérieux, on va parler de juridique en ce qui concerne la colocation puisqu'on va s'intéresser à cette question, quel baux utiliser ou quel type de bail utiliser pour monter un projet de colocation. Donc on va discuter de tout ça, avec Dimitri, puisque c'est la personne qui m'a accompagné pour la rédaction des baux que j'utilise pour mes propres colocations. Donc encore une fois, merci Dimitri. Écoute, avec plaisir. Ce que je te propose, présente-toi et puis on va enchaîner. Merci Sébastien. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier, fiscalité immobilière et je suis également investisseur immobilier et j'ai d'ailleurs une colocation. Parfait, écoute, merci. Alors, quand on démarre un projet de colocation, très rapidement on se dit mais quel type de bail je dois utiliser? Est-ce que c'est un bail individuel? Est-ce que c'est un bail collectif? Est-ce que je rajoute ou pas une clause de solidarité? Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui peut démunir lorsqu'on se lance dans le projet. Écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On a plusieurs baux pour les colocations. On distingue principalement le bail collectif et le bail individuel. Le bail individuel a ceci d'important qu'il est simple à mettre en œuvre parce que tout simplement, il n'y a pas de solidarité entre les divers individus qui vont occuper la colocation. Le bail collectif va créer une sorte de solidarité qui peut être à plusieurs niveaux, bien sûr, et je reviendrai sur ce que tu as évoqué, à savoir la clause de solidarité. Donc le bail collectif va être plus contraignant pour les colocataires, mais il va être plus intéressant dans certaines copropriétés. Et puis enfin, on pourra avoir aussi un bail meublé ou un bail nu qui n'auront pas forcément les mêmes services associés. Donc il y a quand même pas mal de latitude dans les divers baux à utiliser, il y a un choix, même si très franchement d'expérience, je rencontre assez peu de colocations nues. Ok, tu as raison. Alors avant tout, tu as parlé de bail individuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la loi Elan, pour pouvoir proposer un bail individuel, il fallait qu'on ait une chambre de plus de 14 mètres carrés ou de 14 mètres carrés minimum. C'est fini, désormais on peut faire de la colocation avec des baux individuels sur des chambres qui font moins de 14 mètres carrés, mais plus de 9 mètres carrés, puisqu'en dessous de 9 mètres carrés, c'est pas considéré comme une chambre. Voilà. Exactement. Oui, c'est un rappel important parce que c'est une évolution assez récente. Voilà. Et effectivement, ça peut quand même libérer un petit peu certains espaces pour des colocations qui autrement n'auraient pas été possibles dans tel ou tel type d'appartement. Voilà. Et ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que la clause de solidarité, eh bien, elle ne s'applique pas du tout sur le bail individuel. Elle n'a de sens que sur le bail collectif. Voilà. Exactement. Il fallait quand même le préciser. Donc maintenant, entre le choix du bail collectif ou le choix du bail individuel, et je vais te laisser développer là-dessus, c'est quoi qui va essentiellement déterminer le choix du modèle de bail? Ça va être le règlement de copro. Exactement. Donc le règlement de copropriété, ça c'est la chose que vous devez impérativement vous procurer et lire avant de procéder à l'achat. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, normalement, le règlement de copropriété ainsi que les 3 derniers PV d'Assemblée Générale doivent vous être fournis avant la signature de la promesse ou du compromis. Si vous vous retrouvez dans une situation où on ne vous a pas fourni ces documents, vous n'allez pas signer le compromis. Enfin, moi j'ai une position assez radicale là-dessus, et c'est encore plus si vous n'avez pas pris soin de vous faire accompagner par votre propre notaire pour signer le compromis ou la promesse. Je vois encore trop souvent des agents immobiliers un petit peu pressés de vendre qui vont vous dire « oui, mais je vous le donnerai le jour de la signature » ou alors ils vous le fournissent la veille. Et un règlement de copropriété, il faut le savoir, tu en as lu pas mal je crois, c'est souvent 40, 50, 60 pages. Et n'allez pas croire que parce que vous avez trouvé juste la clause sur l'usage des parties privatives, il n'y a pas une autre petite clause qui se niche ailleurs, à un autre endroit du règlement de copropriété, qui ne va pas venir parfois même contredire ce que vous venez de lire. Donc il est impératif d'étudier soigneusement l'intégralité du règlement de copropriété et également de l'étudier au préalable. Évitez de vous laisser enfermer dans l'urgence. Voilà, et juste, alors je finis la parenthèse que tu as ouverte.
pour moi, on ne signe jamais de compromis en agence. Faites-vous accompagner par votre notaire. Tu l'as dit, les agents immobiliers, ils sont souvent pressés. Ils t'amènent au bureau ou à l'agence pour signer le compromis de vente. Non, chez le notaire. Voilà. Je rejoins parfaitement ta position. Moi, je suis avocat en droit immobilier. Je ne signe jamais de compromis en agence, même si on pourrait penser que j'ai les compétences pour ça, tout simplement parce que votre notaire va vous accompagner. Il va défendre vos intérêts. Je m'explique. Vous n'allez pas forcément détecter un problème d'urbanisme. Et d'ailleurs, ça ne sera pas non plus nécessairement mon cas, car le droit de l'urbanisme, ce n'est pas du droit immobilier. Même si les gens englobent ça, c'est bien normal. Mais donc le notaire, lui, va détecter ce type de problématique et va vous dire, attention, là, il y a une difficulté, il faut d'abord régler ça avant d'acheter. Et si vous prenez uniquement le notaire du vendeur, le notaire du vendeur est censé également être impartial et accompagner les deux parties, mais en pratique, j'ai encore jamais vu le notaire du vendeur dire devant son propre client « n'achetez pas à l'acheteur ». C'est quand même un petit peu délicat à faire. Donc si vous prenez votre propre notaire, ça sera votre conseil et il aura donc à cœur de défendre vos intérêts. En plus, ça ne coûte pas plus cher. Non, ça ne coûte pas plus cher puisqu'ils se partagent les honoraires. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur la pratique de l'achat. On ferme cette parenthèse. Donc Dimitri, qu'est-ce qu'il faut regarder dans le règlement de copro pour savoir si on s'oriente plutôt vers du bail individuel ou du bail collectif? Vous allez regarder tout ce qui concerne les clauses concernant l'utilisation des parties privatives. Et vous aurez souvent des clauses dans les règlements un peu anciens qui disent en substance que la transformation d'un logement destiné à être loué en chambre meublée distinctement est interdite. Je dis bien en substance et pas au mot près. D'accord ? Et typiquement, on va tourner cette difficulté en utilisant un bail collectif puisqu'on va louer à un ensemble d'individus qui sont tenus solidairement via le bail collectif. Donc en réalité, on ne loue pas à plusieurs personnes distinctes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très bien mis en œuvre avec le bon bail, les avenants qui vont bien et évidemment tous les documents annexes. J'ai eu l'occasion d'être confronté à un cas pratique de ce genre. Ne vous laissez pas influencer par le conseil syndical, le président du syndic, le syndic lui-même, qui vous disent ou l'avocat du syndic. Tu as eu affaire à l'avocat. J'ai eu affaire aussi à l'avocat du syndic et donc on vous dit un peu trop rapidement non, regardez ce que dit le règlement, vous ne pouvez pas, c'est interdit. Souvent, ce n'est pas vrai. Et n'oubliez pas ce principe fondateur du droit français, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc au lieu de vous poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire du meublé dans mon règlement de copropriété, posez-vous la question, est-ce qu'il est interdit pour moi de faire une colocation dans le règlement de copropriété? Évidemment, je suis d'accord, la réponse n'est pas toujours évidente. Vous avez des possibilités également de consulter votre avocat ou votre notaire pour ce genre de problématique. Donc, si vous avez un doute, faites-le au préalable et au besoin, ce partenaire interrogera qui de droit pour avoir une réponse claire et précise. Il vaut bien mieux faire ça au préalable plutôt que de se retrouver après avec un éventuel procès ou des copropriétaires mécontents. Alors pour en revenir justement au règlement de copropriété, sur la clause que tu évoquais, je vais quand même te laisser la répéter parce que c'est important, parce que cette clause interdit le bail individuel. Exactement. Est-ce que tu peux la répéter s'il te plaît? Donc typiquement sont les règlements de copropriété dans lesquels on indique qu'on ne peut pas louer à des personnes distinctes des chambres meublées. L'idée est plutôt que l'éventuel propriétaire aurait transformé les chambres en petits appartements et les louerait à des personnes distinctes. Or, si on utilise un bail collectif, juridiquement, on ne loue pas à des personnes distinctes. Et ça, pour le coup, ça ne doit pas poser de difficulté. Alors après, vous avez des déclinaisons. On dit parfois que le logement doit être loué dans son entier et à titre temporaire. Et ça donne lieu à une interprétation. Je vous explique. Doit être loué dans son entier. Évidemment, avec un bail collectif, on loue le logement dans son entier. Donc ça, c'est une difficulté qui est résolue. Si on vous dit c'est pas vrai, non, ça n'a pas de sens. Et ensuite, quand on vous dit à titre temporaire, ça veut dire quoi à titre temporaire? Pour moi, en parlant en bon français en tant que juriste, ça veut dire qu'il faut éviter que le bail soit perpétuel. Donc j'ai tendance à dire, mais ça tombe bien, mon bail par nature, il est temporaire. Donc je respecte parfaitement le règlement de copropriété. Ok. Limpide.
limpide. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, ou plutôt prenez garde à ces clauses qu'a évoquées Dimitri. Si vous les rencontrez dans vos règlements de copropriété, ça veut juste dire que la colocation en bail individuel est interdite. Par contre, vous avez la latitude pour faire de la colocation en bail collectif. Exactement. Un mot sur la clause de solidarité dans J'allais le bail venir. collectif. On est synchro. Excellent. Donc, dans le bail collectif, on peut en plus hausser le niveau des garanties pour le propriétaire. Il s'agit d'inclure dans le bail collectif une clause dite de solidarité. Cette clause a des effets juridiques très importants. Elle va rendre responsable chaque locataire du paiement du loyer par les autres locataires, mais surtout, elle va rendre responsable le garant du locataire. Alors, on va dire qu'il y a 4 locataires. Locataire numéro 1, il a un garant. Et s'il y a une clause de solidarité, le garant du locataire va se porter garant non seulement pour son propre locataire, mais également pour les 3 autres locataires. Donc, c'est une clause extrêmement puissante. Par contre, elle a un inconvénient majeur. Et elle est extrêmement lourde. C'est une clause repoussoire. C'est-à-dire que toi, je ne sais pas si en tant que père, plus tard, tu accepterais de te porter garant non seulement de ton fils, mais de 3 autres de ses copains, ou même de 3 autres personnes qu'il ne connaît pas forcément. Pire, ouais. Voilà, c'est encore pire. Est-ce que tu accepterais de signer un bail de ce type? Non. Donc je suis d'accord avec toi, c'est une clause repoussoire. Exactement. Et cet engagement, il est beaucoup plus lourd que ce que tu viens de dire, Dimitri, puisque la personne qui quitte la colocation, le garant de la personne qui quitte la colocation est engagé jusque 6 mois après le départ du locataire, si jamais la chambre reste vide. Voilà, exactement. Donc c'est un mécanisme encore plus puissant et plus lourd, comme tu le dis, parce que à titre personnel, juridiquement, j'ai du mal à le concevoir, parce que j'ai fait aussi beaucoup de cautionnement, mais on reste engagé pendant 6 mois après le départ du colocataire. Donc en gros, il a intérêt à retrouver rapidement un nouveau colocataire accepté par le propriétaire pour que l'engagement cesse. Ouais. Donc il va potentiellement payer encore 6 mois après son départ, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, voilà. Donc retenez bien de cette vidéo bail individuel, faites attention aux clauses du règlement de copropriété, bail collectif et surtout, en tout cas c'est un point de vue qu'on partage avec Dimitri pour en avoir discuté à plusieurs reprises. Voilà, nous on n'est pas pour cette clause de solidarité. Après, je peux comprendre que certaines personnes souhaitent l'appliquer parce que ça les rassure et ça leur assure systématiquement un loyer plein dans les colocations. Dans les colocations, voilà. Exactement. Libre à vous de faire votre choix. En tout cas, Dimitri et moi, on est d'accord sur le fait que c'est une clause repoussoire. Écoutez, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ce que je vais faire, Dimitri, pour les gens qui souhaiteraient avoir du conseil autour de la colocation, tout ce que tu peux proposer, puisque tu es spécialiste en droit immobilier, je mettrai tes coordonnées dans la description. N'hésitez pas à le consulter. Moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises. Donc, merci beaucoup, Dimitri. Et puis voilà, si vous êtes retrouvé pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue avec un package de bienvenue qui comprend des e-books, une formation de 2h30. Pareil, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous. Évidemment, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Merci Dimitri. Merci Dimitri. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.